Chapitre 13. Signes fournis par les lombes. 304. Une sensation pénible au-dessus de l'ombilic et une douleur des lombes qui ne cèdent pas à un purgatif, aboutissent à une hydropésie sèche. 305. Les douleurs chroniques des lombes qui redoublent avec une fièvre du type tierce en suivant ce même type, font rendre du sang grumeux par les selles. 306. Les douleurs des lombes donnent lieu à des hémorragies. 307. Les hémorragies qui succèdent à une douleur des lombes se font largement. 308. Les individus chez lesquels une douleur remonte des lombes à la tête, dont les mains sont engourdies, qui ont des douleurs au cardia et des tintements d'oreilles, sont pris de grandes hémorragies, de diarrhées copieuses, et le plus souvent de troubles de l'esprit. Pror. 139. 309. Les maladies qui débutent par une douleur au dos, sont d'une solution difficile. 310. Dans le cas de douleurs lombaires intenses, de déjections abondantes, après avoir pris de l'Hellebore, vomir à plusieurs reprises des matières spumeuses, soulage. 311. Un flux de sang dissipe la déviation du rachis et la dyspnée. 312. De la cardialgie survenant quand les lombes sont douloureuses, annonce un flux hémorroïdal, ou indique qu'il y en a eu un. Pror. 130. 313. Des douleurs qui se transportent des lombes au cou et à la tête, en produisant une sorte de résolution paraplégique, indiquent des spasmes et du délire. Cet état sera-t-il dissipé par des spasmes? Ou bien le ventre deviendra-t-il malade, ces individus restant dans la même situation? Pror. 118. 314. La déviation des yeux, par métastase d'une douleur lombaire, c'est mauvais. Pror. 69. 315. Une douleur fixée à la poitrine avec engourdissement, c'est mauvais. Si elle se complique de fièvre, les malades sont rapidement enlevés. Pror. 70. 316. Si, par suite d'une métastase de douleur lombaire sur le cardia, les malades ont de la fièvre, des frissonnements, s'ils vomissent des matières ténues, aqueuses, s'ils sont pris de délire et d'aphonie, s'ils vomissent des matières noires, ils meurent. Pror. 83. 317. Les souffrances chroniques des lombes et de l'intestin grêle, les douleurs aux hypocondres, le dégoût avec fièvre, s'il survient une céphalalgie intense, tue rapidement le malade, dans une sorte d'état spasmodique. Pror. 100. Parenthèse fermante. 318. Ceux qui ont des douleurs aux lombes sont dans un mauvais état. Ne leur survient-il pas des tremblements, et leur voix n'est-elle pas comme dans le frisson? 319. Chez les individus qui ont des douleurs aux lombes, des nausées sans vomissement, un délire un peu furieux, ne doit-on pas s'attendre à des selles noires? Pror. 85. 320. La douleur des lombes chez un individu qui a de la cardialgie, avec de violents efforts d'expectoration, a quelque chose de spasmodique. Pror. 106. 321. Le frisson pendant la crise est redoutable. Pror. 107. 322. Une douleur des lombes qui survient fréquemment sans cause apparente annonce une maladie de mauvais caractère. 323. Une douleur des lombes avec chaleur brûlante et anxiété, c'est funeste. Pror. 42. 324. La tension des lombes par suite de pléthore menstruelle, amène de la suppuration. Et, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, des menstrues variées, visqueuses, fétides, accompagnées de suffocation, amènent aussi de la suppuration. Je pense même que les femmes auront un peu de délire. 325. Ceux qui ont une douleur aux lombes et aux côtés, sans cause appréciable, deviennent ictériques. Chapitre 14. Signes tirés des hémorragies. 326. Dans les jours critiques, les refroidissements violents qui viennent à la suite d'hémorragies, sont très mauvais. Pror. 134. 327. L'hémorragie nasale, du côté opposé à celui du mâle, c'est funeste. Par exemple, celle de la narine droite, dans le gonflement de la rate. Il en est de même à l'égard des hypocondres. Pror. 125. 328. Les blessures accompagnées de petits frissons, d'hémorragie, sont des blessures de mauvais caractère. Les malades meurent en parlant, sans qu'on s'en doute. Pror. 128. 329. Quand il y a au 5e jour une forte hémorragie, du frisson au 6e, du refroidissement au 7e, puis un prompt retour de la chaleur fébrile, le ventre est en mauvais état. 330. Après une hémorragie, des selles noires c'est mauvais. Des selles très rouges et rugineuses, c'est également funeste. Ces hémorragies arrivent le 4e jour. Les malades qui, à la suite, tombent dans un état comateux,
meurt dans les spasmes après une évacuation de matière noire, et un gonflement du ventre. Pror. 127. Parenthèse fermante. 331. Après une hémorragie et des selles noires, la surdité dans une maladie, c'est mauvais. Dans ce cas, une évacuation du sang par les selles, c'est pernicieux. La surdité délivre de ce flux de sang. Pror. 129. 332. Chez ceux qui ont des hémorragies prolongées, le ventre devient malade après quelque temps, à moins qu'il n'arrive des urines cuites. Des urines aqueuses ne présagent-elles pas quelque chose de semblable? Pror. 133. 333. Ceux qui, à la suite d'une large et abondante hémorragie, ont des déjections alvines, et qui sont repris d'hémorragie quand ces déjections se supprimant, ont le ventre douloureux, mais s'il survient un écoulement de sang, ils se trouvent mieux. N'ont-ils pas des sueurs froides abondantes? En pareil cas, les urines troubles ne sont pas mauvaises, non plus qu'un sédiment séminiforme. Mais les malades rendent le plus souvent des urines aqueuses. Pror. 140. 334. Quand une petite hémorragie survient dans le cas de surdité et d'engourdissement, il y a quelque chose de fâcheux. Dans ce cas, un vomissement et des perturbations du ventre sont avantageuses. Pror. 141. 335. Au début des maladies, les grandes hémorragies humectent le ventre à l'époque de la convalescence. 336. De larges hémorragies du nez, arrêtées par des moyens violents, occasionnent quelquefois des spasmes. La saignée les fait cesser. Pror. 145. 337. Une épistaxis est fâcheuse le 11e jour, surtout si elle se réitère. Pror. 148. 338. Pendant une grande hémorragie, le hoquet ont des spasmes, c'est mauvais. 339. Chez les individus parvenus à leur 7e année, la décoloration, la dyspnée en marchant, l'envie de manger de la terre, indiquent la corruption du sang et la résolution des forces. 340. Des flux de sang peu abondants arrivant dans les maladies de long cours, sont pernicieux. 341. Une hémorragie nasale dissipe l'obscurcissement ténébreux de la vue, si elle arrive au début. 342. Le refroidissement général, avec de petites sueurs, à la suite d'épistaxis, est un signe de mauvais caractère. Pror. 726. 343. Une évacuation sanguine dans le cas de refroidissement avec torpeur, c'est mauvais. 344. Une hémorragie après un resserrement du ventre et des frissons pendant cette hémorragie, produisent de la literie, ou durcit le ventre, ou fait rendre des ascarides, ou produit l'un et l'autre accident. Pror. 135. 345. Quand il y a des hémorragies à des époques réglées, et que ces hémorragies n'ayant pas lieu, il survient de la soif, du malaise, de la prostration, les malades meurent dans un état épileptiforme. Pror. 131. 346. À la suite d'hémorroïdes qui ont flué faiblement et peu longtemps, l'obscurcissement de la vue par des nuages est un signe de paraplégie. La saignée en délivre. En général, tout ce qui paraît ainsi présage quelque chose de mauvais. Chapitre 15. Des tremblements et des spasmes. 347. Ceux dont tout le corps palpite, ne meurent-ils pas à faune? Pror. 30. 348. Les tremblements spasmodiques qui surviennent pendant la sueur sont sujets à récidive. La crise arrive chez les malades qui ont eu des frissons, et ces frissons sont provoqués par une chaleur très vive du ventre. En pareil cas, un sommeil profond est un indice de spasme, de même que la pesanteur du front et la dysurie. Pror. 405. 349. Dans les affections hystériques, sans fièvre, les spasmes n'ont rien de dangereux. Pror. 119. 350. Chez un fébricitant, quand il n'y a point de sueur, une expectoration spasmodique abondante est de bon caractère. Dans ce cas, le ventre se lâche un peu. Peut-être aussi se fera-t-il des dépôts aux articulations. Pror. 122. 351. Ceux qui, au milieu de spasmes, ont les yeux étincelants et fixes, n'ont pas l'esprit présent, et sont plus longtemps malades. Pror. 124. 352. Les paroxysmes qui reviennent d'une manière spasmodique avec catoché, développa des parotides. Pror. 161. 353. Chez les malades pris de tremblements et d'anxiété, les petites tumeurs qui s'élèvent près des oreilles présagent des spasmes, quand l'état du ventre est mauvais. Pror. 162. 354. La fièvre survenant dans un état spasmodique ou tétanique le fait cesser. 355. Un spasme à la suite d'une blessure, c'est mortel. 356. Un spasme survenant pendant la fièvre, c'est pernicieux, mais moins chez les enfants.
357. Ceux qui sont âgés de plus de 7 ans ne sont pas pris de spasmes dans la fièvre, sinon c'est funeste. 358. L'invasion d'une fièvre aiguë fait cesser le spasme, lorsqu'elle n'existe pas avant lui. Lorsqu'elle existe déjà, quand le spasme survient, elle le fait cesser, en redoublant. Sont également avantageux un flux abondant d'urine vitrée, un cours de ventre, le sommeil. La fièvre, ou le cours de ventre font cesser les spasmes dont l'invasion est subite. 359. Dans les spasmes, la mutité prolongée c'est mauvais. De courte durée, elle présage une apoplexie ou de la langue, ou d'un bras, ou des parties droites. Elle est dissipée par un flux subi d'urines abondantes et précipitées. 360. Les sueurs qui viennent peu à peu sont utiles, celles qui arrivent précipitamment, de même que les évacuations sanguines précipitées, sont nuisibles. 361. Dans le cas de tétanos et d'opisthotonos, les mâchoires paralysées, c'est mortel. Il est également mortel de suer dans l'opisthotonos, d'avoir le corps paralysé, et de rejeter par les narines ce qu'on introduit dans la bouche, ou de crier et de parler beaucoup après avoir eu d'abord de l'aphonie, car cela présage la mort pour le lendemain. 362. Les urines séminiformes résolvent les fièvres avec opisthotonos.